On a pendant longtemps, pendant 10 ans au moins, cherché à trouver un improbable espace public européen. Certes, il y a des objets européanisés. La crise de l'euro, par exemple, est européanisée. Les élections européennes sont européanisées au sens où elles ont lieu au même moment et que les presses des 28 pays parlent des élections européennes. Mais on retombe toujours sur les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'on a plutôt 28 espaces publics nationaux, 28 espaces médiatiques nationaux, que l'on voit à l'œuvre pendant les élections, mais pas seulement pendant les élections, qu'on voit aussi au moment de la crise de l'euro, que l'on voit dans la couverture ordinaire des questions européennes. C'est-à-dire comment les citoyens rencontrent l'Europe. Ils peuvent les rencontrer quand il y a l'euro et qui sont dans un pays de la zone euro. Ceux qui ont la chance, la petite minorité d'étudiants qui a la chance de faire Erasmus, ceux qui peuvent profiter de la libre circulation, quand ils partent en vacances sur EasyJet, mais sinon, de manière ordinaire, tous les jours, ils ne la rencontrent pas. Ils ne la rencontrent pas à l'inverse de la politique nationale, qu'ils peuvent voir, rencontrer dans les médias tous les jours. On ne parle pas d'Europe tous les jours. Dans ce qu'on voit, dans la couverture médiatique, et les travaux se répètent inlassablement les uns après les autres, la couverture de l'Europe, c'est 10% de l'actualité politique au mieux. Et ces 10% sont concentrés sur quelques moments particuliers que sont les sommets européens. C'est-à-dire que la couverture de l'Union européenne, c'est une couverture par les sommets, ce que dans la littérature on appelle la summitization, ce mot assez difficile à traduire, mais cette idée qu'on ne couvre l'Union européenne que lors des sommets, à travers des dirigeants nationaux. C'est-à-dire qu'on a peu de figures européennes qui ressortent des discussions européennes. On a un peu le président de la Commission européenne, mais le président du Parlement européen est bien souvent aux abonnés absents. Pendant la crise de l'euro, on ne peut être que surpris dans ce qu'on peut voir dans la couverture médiatique par ne rencontrer essentiellement et partout dans tous les pays, d'abord Mme Merkel, puis le président français, Sarkozy puis Hollande, le chef d'État et de gouvernement de la presse nationale en question, un peu le président de la Commission européenne, de temps en temps le président de la BCE, et quelques dirigeants européens. Et pour expliquer tout ça, on a des chief economistes des banques nationales qui vont ensuite expliquer pourquoi la crise de l'euro pose ou pas un problème. Mais donc on a très peu d'acteurs européens, européanisés, que l'on va interroger. Ce qu'on voit dans différents travaux, et en particulier sur le Royaume-Uni, en particulier sur le Brexit, c'est que ça a pu être une surprise ou un choc pour les Euro-supporters. En revanche, ce n'était pas complètement surprenant du point de vue sociologique. Pourquoi ? Parce que ce que l'on voit dans les travaux, c'est que depuis des décennies, le Royaume-Uni s'est construit avec un débat public négatif à l'égard de l'Union européenne. Dans les médias, dans différentes presses, évidemment pas toute la presse, mais le point d'entrée est plutôt un point critique. Et la presse britannique est une presse qui, et ça renvoie à un autre élément, c'est pas parce qu'on parle d'Europe qu'on parle positivement de l'Europe. La presse britannique est le groupe de journalistes qui est le plus présent à Bruxelles, qui parle le plus d'Europe avec les Allemands, et pourtant il y a depuis des décennies un rapport relativement critique à l'égard de l'Union européenne. Et donc du coup, quand derrière ça, il y a une campagne référendaire qui vient avec des arguments politiques mettre en mots et mettre politiquement en mots avec un choix oui ou non, ça peut convaincre des électeurs à voter contre, nonobstant des fake news, des rapports critiques, etc., etc. Quand on en parle beaucoup dans l'espace médiatique, les mots viennent.
Les mots viennent non pas parce que subitement on a plus d'informations, mais parce qu'on a des raccourcis cognitifs sur lesquels s'ancrer pour parler d'Europe. Ça renvoie à quelque chose. Et c'est ces raccourcis cognitifs, alors, qui sont travaillés par la sociologie des opinions depuis maintenant là aussi des décennies, mais qu'on a assez peu travaillé dans les questions européennes. La politisation permet d'avoir des raccourcis cognitifs, permet d'avoir des raisons d'être pour ou contre. Et donc du coup, on voit l'enjeu pour les partis politiques d'avoir des propositions. Et tant que les propositions viennent essentiellement des partis eurosceptiques, il n'est pas complètement surprenant que les eurocitoyens se détournent des enjeux européens. À quoi bon aller voter si les dirigeants politiques nous disent que de toute façon ça ne sert à rien, que c'est mauvais, etc. Et donc du coup, l'idée de dire, si on prend le cas français, la seule chose qu'on entend du côté des eurosupporters, c'est l'Europe c'est bien et il faut la défendre, et sinon on va finir grillé, à griller en enfer, ou l'Europe c'est bien, il faut la défendre, sinon on est rien politiquement dans le monde. Mais ça ne donne pas des arguments très politiques à ceux qui voudraient être pour, face à la masse de rapports critiques, de propositions critiques qui sont mises dans le débat public par différents partis, de gauche comme de droite. Et on peut être du coup eurocritique de gauche, eurocritique de droite, et on s'y retrouve idéologiquement, politiquement, à être contre l'Europe. Ce qui est beaucoup plus difficile dans le cas des eurosupporters. Qu'est-ce que c'est être un eurosupporter de droite ou de gauche? Vers qui se tourner?